on avait vu, je crois que c'était une élue vert qui était impliquée dans un trafic de drogue de très haut niveau. Enfin, c'est assez étonnant. Voilà, donc on tombe quelquefois sur des espèces de lézards, comme Ouais, ça, une ouais. faille dans le système, le rideau se soulève 5 minutes et on voit tout d'un coup tel ministre, tel homme politique, ou des gens de très haut vol en général, hein, qui sont bien, bien trempés dans ce genre de choses. Alors ça, on l'a développé en long, en large et en travers dans l'autre bouquin que j'ai publié également, Mhm. qui s'appelle, Alors, c'est si tu veux lequel? C'est l'attraper, celui-là? c'est non, juste au-dessus. Celui-là. Voilà. Ah, Donc alors c'est celui-là, l'Amérique oui. en pleine transformation. L'Amérique en pleine transformation. Donc qui a été un livre qui a une très très longue naissance au sein des éditions Nouvelle Terre. Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y a eu une première traduction qui a foiré complètement. J'ai donc refusé cette traduction, ce qui m'a coûté extrêmement cher à l'époque. Donc le destin de ce livre était mal barré. Donc j'ai décidé moi-même de reprendre toute la trad et de la terminer, puisque j'avais créé en quelque sorte un vrai lien d'amitié, d'admiration finalement avec Cathy O'Brien et Mark Phillips, avec qui j'étais en rapport uniquement par email. Mais j'ai toujours été très touché, alors on peut appeler ça de la naïveté, mais par le combat que ces gens-là menaient, et surtout le pan de l'enfer de l'État finalement qu'ils avaient soulevé avec le témoignage que Cathy O'Brien avait produit, ancienne esclave sexuelle au service des plus grands gouvernements, enfin des plus grands gouvernants plutôt, que ce soit d'ailleurs des États-Unis ou d'ailleurs. Enfin, elle a servi d'esclave sexuelle, entre autres, à Ronald Reagan, à Bush père. Alors pas elle directement, puisqu'elle avait une fille, et Bush père est pédophile. Un épouvantable pédophile, et donc sa fille, sa propre fille, servait effectivement à Bush père. Elle était sous. Elle faisait partie donc de ce qu'on appelle souvent le mind control, ce Alors programme-là. c'est toute l'histoire du mind control. Donc ça c'est vraiment un long sujet qu'il faudrait peut-être carrément redévelopper au cours d'une émission Ah, spéciale. Moi je trouve qu'il y a vraiment encore assez peu de gens qui en parlent. Il y a eu notamment, j'avais relevé ça sur le site d'égalité et réconciliation, un intervenant qui s'appelle Lucien Cerise, Oui. qui est assez spécialisé dans ce genre de questions, et qui a été un des premiers d'ailleurs à parler du bouquin version française, puisque certains anglophones avaient lu la version américaine, mais les anglophones étant un peu rare encore aujourd'hui, quoique ça s'améliore, je trouve que c'est très encourageant. Et donc, tout ça a permis déjà à la version française d'être évoquée devant une caméra. Et donc voilà, donc le mind control, pour reprendre ça un peu au début, je vais faire assez court. Assez court, mais c'est pour vrai que qu'on j'ai puisse pas, comprendre un pas peu, non plus ouais. des références extrêmement précises, mais enfin j'ai une idée générale de la ligne. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains sont face au combat face aux Russes pour choper tous les scientifiques nazis qui, eux, cherchaient désespérément, évidemment, à s'évader d'une façon ou d'une autre. Donc il y a eu ce qu'on appelle l'opération Paperclip, Paperclip, ouais. hein, dont on commence à entendre parler un petit peu. C'est récent aussi, malheureusement. Et donc Paperclip a rapatrié aux États-Unis tout un tas de savants nazis. Donc dont Werner von Werner von Braun, les Braun, le fusées, fameux Werner von Braun. divers spécialistes de techniques, alors notamment en technique de fusée et autres. Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est qu'il y avait aussi divers spécialistes qui avaient travaillé sur le contrôle de l'esprit, au travers d'abominables expériences dans les camps de concentration, et qui avaient commencé à développer littéralement un savoir-faire, c'est un peu terrible de dire les choses comme ça, mais c'est une réalité, sur la façon de contrôler les gens. Il y a d'ailleurs des films qui en parlent de façon très évasive, mais enfin il y a comme des petites citations. Je me rappelle avoir vu, je ne sais plus si c'est un film en rapport avec les X-Men, et à un moment, on voit dans une scène du film, ça ne dure pas très longtemps, que c'est un chercheur nazi qui fait des expériences sur une femme et un petit garçon
qui deviennent après, me semble-t-il, un des fameux X-Men. Voilà, donc ça serait venu de là. Donc on a, dans le cinéma en général, si on lit bien, et je pense qu'Alan Duke a dû vous parler de ça, mais moi aussi je suis très sensible à ce genre de choses. On voit très souvent cité dans n'importe quel genre de film, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu de la science-fiction, on va dire, de la grosse daube hollywoodienne pour faire vite, mais c'est intéressant d'aller y voir pour lire entre les lignes. Et on a effectivement ce genre de petites citations où très très clairement, enfin après quand on connaît un peu le dossier ou certaines parties de l'histoire, on s'aperçoit que tout ça est tiré de faits tout à fait réels et avérés. Donc l'opération Paperclip, les spécialistes du cerveau ou de l'esprit arrivent aux États-Unis et à partir de là, les recherches continuent. C'est-à-dire que les Américains injectent toute leur puissance financière dans le processus. La CIA, évidemment, s'y intéresse absolument. Il ne faut quand même pas oublier que ces gens-là sont aussi très branchés dans l'occulte, la vision à distance et des tas de choses de ce genre-là. Et donc le contrôle de l'esprit, évidemment, les passionne particulièrement. Et donc Cathy O'Brien a été une des victimes. Alors une des victimes, pas sans doute la première et ni la dernière, parce que c'est certainement pas fini, qui a commencé à partir de son enfance. Elle est née finalement dans une famille pédophile. Et donc, elle a été traumatisée à partir même, littéralement, de sa naissance. La première phrase du témoignage de Cathy O'Brien, je cite de mémoire, donc c'est peut-être pas tout à fait exact, mais elle explique qu'on l'a très vite habituée à confondre le sein de sa mère et le pénis de son père au niveau de ce qu'elle avait dans la bouche. Donc c'est déjà la phrase, quand on commence la biographie, l'autobiographie de Cathy O'Brien et qu'on lit cette première phrase, on est un peu mis au parfum de ce qui va suivre. Et donc effectivement, je défie des gens relativement sensibles en général de pouvoir lire ce genre de choses parce que ça vous retourne littéralement l'estomac. Moi j'ai traduit donc, toute l'histoire, donc quand vous traduisez, il y a un phénomène assez rigolo. Qui est d'une certaine manière, vous vous collez dans la peau de l'auteur que vous traduisez et vous pouvez saisir assez finement, peut-être même, ses émotions ou ses réactions. Donc il y a quand même des fois où j'ai dû m'arrêter de traduire à certains moments après des scènes absolument abominables parce que tu te transposes finalement. J'avais l'impression, alors ce serait exagéré de dire que je les vivais, mais en tout cas j'en avais une perception relativement fine, quoi. Donc ça, voilà, ça a été un sacré boulot de traduire ce livre. Ils m'en ont beaucoup remercié d'ailleurs, j'étais très touché. Et bon, bah, la vérité continue, la vérité avance. C'est un bouquin, au moment où il est paru en librairie et sorti sur les étals des libraires, ça fait un flop total. C'est-à-dire que les gens ont confondu ça avec du gore, ils se disent quoi, c'est de la fiction gore, avec des trucs complètement complotistes. Et donc, à partir du moment où certains auteurs ou certains sites se sont saisis du bouquin parce qu'ils avaient déjà un peu connaissance de ce genre d'histoire, et lui ont donné quelque part sa crédibilité. Donc avec notre ami Salim Laibi qui en a parlé pendant 20 secondes magnifiquement, mais j'ai un copain qui m'a envoyé le lien et j'ai dit bon bah lui il a compris de quoi il s'agissait, parce qu'il dit effectivement, quand on lit ce genre de bouquin, on s'aperçoit que c'est gravissime. On parlait tout à l'heure dans une conversation, on parlait de choses de l'ordre de l'occulte, on parlait du nazisme notamment, qui sans son substrat occulte est absolument inexplicable à mon avis, enfin totalement explicable. Et on s'aperçoit que c'est du même ordre quand on voit que... alors vous avez des scènes où sont décrites notamment des gens comme Dick Cheney, qui sont des types absolument abominables, qui se dopent. Enfin, on a l'impression de voir des mafieux. Voilà, donc on a ces mafieux, on a Dick Cheney qui a travaillé avec Bush, et on a l'impression, voilà, on est à Chicago dans les années 30, et c'est des types qui se droguent, qui ont leurs esclaves sexuels, qui n'ont aucune conscience de, comment dire ça, d'être responsable vis-à-vis d'un peuple, ou de diriger un peuple, ou d'être un homme politique qui aurait quelque affect pour la population de laquelle il dépend pour le vote, et en plus après vis-à-vis de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de ces gens-là.
Enfin, voilà, donc ça c'était une sacrée aventure. Et on voit que le livre maintenant commence à se vendre un peu. Je pense que Salim Laibi a donné vraiment le bon coup de, Un bon pouce. coup de pouce, nous aussi on lui donne un coup Que de pouce. Lucia Cerise avait déjà commencé. Mais voilà, bon, je suis pas toujours d'accord avec Salim Laibi. Mais je lui reconnais qu'il a compris ce livre-là et pour moi c'est fondamental. C'est complètement fondamental. Alors,